Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 juillet 2026 et notre cher ami Trita Parsi est avec nous. Bienvenue à nouveau, Trita. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Avec plaisir, Trita. Laisse-moi commencer par ce qui se passe en Asie de l'Ouest. Les États-Unis sont en train d'intensifier la situation en attaquant les ponts, comme on l'a appris ces dernières 48 heures. La ville de Bandar Abbas, d'une certaine manière, ils essayent d'isoler la ville. Tous ces ponts autour de Bandar Abbas ont été frappés par, tu sais, des F-15 pour atteindre ces cibles, ces ponts qui sont tellement importants. Bandar Abbas, pour les opérations dans le Golfe Persique, joue un rôle essentiel dans ce commerce. Et c'est ça, l'escalade. C'est de cette façon que les États-Unis font monter la tension. Et quand on regarde la manière dont les États-Unis agissent, on voit qu'ils essayent de frapper les ponts et certaines villes. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 jours, ils ont commencé à utiliser des HIMARS au Koweït, à la frontière avec l'Irak. Ils ont touché de nombreuses cibles dans l'état du Khouzestan. Donc, on avait des HIMARS à Bahreïn. Il semble que l'opération iranienne, la riposte iranienne, ait été plutôt efficace pour détruire ces HIMARS au Koweït et à Bahreïn. Et en ce moment, les attaques se font avec des avions de chasse. Comment voyez-vous la situation actuelle et la manière dont les États-Unis perçoivent cette guerre? De toute évidence, on assiste à une escalade. Mais c'est une escalade qui commence maintenant à donner au moins l'impression d'un certain schéma. Au début, c'était franchement un peu déroutant pour les Iraniens, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien quel était le plan derrière certaines de ces frappes. Beaucoup de cibles n'avaient pas une importance stratégique particulière, en tout cas pas décisive. Et même quand certaines cibles étaient, elles, très cruciales sur le plan stratégique, comme la voie ferrée qui menait à Maqad, elles ont été touchées d'une manière telle que, 24 heures plus tard, tout était réparé. Cela ne semblait pas avoir été détruit délibérément. On avait clairement choisi d'éviter de le détruire. Donc, au départ, ce n'était pas clair. Mais depuis quelques jours, on commence à voir un schéma qui semble indiquer, c'est encore un peu spéculatif, mais qui semble indiquer qu'on prépare le terrain pour quelque chose de plus important dans le sud. Le sud de l'Iran, toute la côte, c'est évidemment la zone stratégique où les Iraniens ont déjà réussi à fermer le détroit d'Ormuz. C'est pas juste 1 ou 2 îles, non. C'est grâce à une capacité militaire massive qu'ils ont développée sur l'ensemble du littoral. Pour bloquer complètement cette zone, eh bien, une idée, ce serait d'y aller avec une invasion à grande échelle. Rien n'indique qu'une préparation, de quelque nature que ce soit, pour une invasion à grande échelle ait été menée. Et même si c'était le cas, il faudrait des mois avant qu'elle soit prête. Cependant, la façon dont certains bombardements ont lieu en ce moment semble suggérer autre chose. Ou du moins, cela pourrait servir à permettre une opération rapide. Pas vraiment une invasion, mais plutôt l'envoi d'une force d'élite pour une intervention éclair, avec une extraction tout aussi rapide, c'est-à-dire qu'ils repartiraient aussitôt. Mais leur présence au sol leur permettrait de causer bien plus de dégâts que les bombardements seuls, avant de se retirer à nouveau, puisque tenir un territoire n'aurait aucun sens. Ils deviendraient simplement des cibles, et ce serait très dangereux. C'est la même raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas essayé de prendre les îles. Les conquérir, franchement, ce n'est pas si difficile. Le vrai problème, c'est de les garder sans subir de lourdes pertes. Et si on regarde la façon dont Trump a géré la situation jusqu'à présent, il a été très prudent pour éviter un grand nombre de morts ou de blessés américains. Mais là, ce serait quand même une rupture, au moins en partie, avec cette approche. Parce que même une force d'élite envoyée sur place
risquerait fort d'entraîner un taux de perte bien plus élevé que ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, quel serait le but de tout ça? Si c'est bien la direction prise, cela viserait sans doute à affaiblir beaucoup plus sérieusement la capacité de l'Iran à fermer le détroit. On a déjà vu, avant le protocole d'accord et pendant sa mise en œuvre, que les États-Unis cherchaient à établir un corridor sud dans les eaux omanaises, un couloir qui serait militairement fortifié. L'idée, c'était que les Iraniens ne puissent plus le fermer aussi facilement. Donc si la guerre reprenait, une partie du détroit resterait ouverte. Si on combine ça avec ce que cela pourrait être maintenant, un effort pour affaiblir en profondeur la capacité de l'Iran à fermer le détroit, on commence à voir plus clairement une stratégie de réouverture militaire du détroit dans son ensemble. Mais ce serait tout de même différent d'une tentative de renverser le régime ou d'opérations de changement de régime, comme celle qui faisait clairement partie du plan lors de la Première Guerre, en février. Cela dit, c'est peut-être bien le plan américain, mais j'ai encore beaucoup de mal à voir comment il pourrait réussir. À mon avis, cela entraînerait un risque énorme, avec un grand nombre de victimes, et rendrait le retour à la table des négociations encore plus difficile. Et puis je pense que dès qu'il y a des troupes au sol, même s'il s'agit de forces d'élite en très petit nombre sur le sol iranien, cela va nourrir le nationalisme, bien au-delà de ce qu'on a vu en février. Et ça aussi, je crois que les États-Unis l'avaient mal évalué ou sous-estimé à l'époque. Et il semble qu'on soit à nouveau face à une autre sous-estimation aujourd'hui. Je pense que tout dépend du niveau de tolérance des deux camps. Les États-Unis, en gros, utilisent les pays du Golfe pour attaquer l'Iran, et la réponse de l'Iran vise ces mêmes pays du Golfe. Ils frappent certaines cibles, comme on l'a appris il y a quelques instants, ou il y a 2 heures à peine. Le gouvernement koweïtien a annoncé que l'Iran avait touché l'une de leurs principales centrales électriques, ainsi que l'usine de dessalement, et qu'ils ont commencé à rationner l'électricité au Koweït. Apparemment, c'est un problème majeur. Comment voyez-vous ce seuil de tolérance des deux côtés? À quel moment quelqu'un, peut-être dans les pays du Golfe, dira « c'est fini, on ne va plus continuer comme ça ». Vous vous souvenez de l'opération Freedom que les États-Unis avaient lancée avant de signer le protocole d'accord? Est-ce que ça pourrait se reproduire? Donc, ça c'est un scénario. Un scénario dans lequel, en gros, certains États du Golfe disent non aux États-Unis. Mais il faut bien se demander, quels États du Golfe ont dit non aux États-Unis? C'était l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, c'est une puissance d'un tout autre niveau que le Koweït. Le Koweït, lui, dépend entièrement des États-Unis. Le Koweït existe grâce à ce que les États-Unis ont fait pendant la Première Guerre du Golfe, quand les Américains, avec la coalition des Nations Unies, ont repoussé l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Donc on parle d'un pays qui a très peu de poids face aux États-Unis. C'est pareil, au fond, pour Bahreïn. Donc la probabilité de ce scénario me paraît plus faible que celle de l'inverse, c'est-à-dire une situation où certains États du Golfe, aujourd'hui, sont partagés entre leur frustration envers les États-Unis et leur frustration envers l'Iran. Dans les épisodes précédents, surtout au début de la guerre, c'était très clair que la frustration se dirigeait principalement contre les États-Unis. Ils étaient vraiment en colère contre eux. Toute la situation était mauvaise. À un moment donné, on a vu le ministre omanais des Affaires étrangères publier une tribune très sévère dans The Economist, disant en substance que les États-Unis laissaient leur politique étrangère être dictée par Israël. Des mots très durs, surtout venant d'Oman, un pays d'ordinaire si discret, toujours en retrait, qui n'aime pas attirer l'attention. Mais cet équilibre a complètement changé. Aujourd'hui, la colère vise beaucoup plus l'Iran que les États-Unis.
Il y a une vraie colère parce qu'ils estiment que les Iraniens n'auraient pas dû attaquer les navires pendant le protocole d'accord au moment des frappes. Et comme vous vous en souvenez, c'était surtout des navires du CCG. Ils estiment que c'était une réaction excessive. Selon eux, les Iraniens ont fermé le détroit beaucoup trop vite, qu'ils ont gravi les échelons de l'escalade bien plus rapidement que d'habitude. Il y a eu une réunion à Mascate, il y a une dizaine de jours, qui malheureusement a échoué. Aucun accord n'a été trouvé. Mais apparemment, les Iraniens ont bombardé Oman juste après, à peine quelques heures après que le ministre des Affaires étrangères ait été à Moscou. Donc il y a maintenant un scénario dans lequel beaucoup de pays du CCG considèrent que les Iraniens sont trop agressifs. Et du coup, on voit aussi un peu plus de cohésion, une sorte d'unité du CCG, ce qui franchement, pendant toute la guerre, était quasiment absent. Au contraire, c'était une énorme désunion. C'est pendant la guerre que les Émiratis se sont retirés de l'OPEP. Enfin, c'était juste après la guerre, mais quand même, on vient de voir que les Saoudiens ont suspendu les paiements vers les Émirats, et ainsi de suite. Donc, il y avait beaucoup de tensions. Les Émiratis essayaient de convaincre les Saoudiens et d'autres de rejoindre réellement la guerre. Ils ne l'ont pas fait. Le CCG était très divisé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il commence à se rassembler, au moins jusqu'à un certain point, et en grande partie à cause de la colère contre les Iraniens. Mais je dois dire une chose ici. Personnellement, je pense que les frappes iraniennes contre les navires, surtout lors du deuxième épisode, ont été une réaction excessive de la part de l'Iran. Je pense que ce qu'ils ont vu n'était pas faux. Les États-Unis ont effectivement cherché à créer ce corridor sud, et ça représente une menace pour ce que le protocole d'accord était censé faire, parce que ce protocole devait servir de base à une négociation pour un accord final. Si en même temps les États-Unis utilisent leur armée pour établir un corridor séparé, alors à quoi sert la négociation du protocole? Donc en parallèle du protocole, les États-Unis essayaient de créer de nouveaux faits sur le terrain. Et les Iraniens perçoivent clairement cela comme une menace et aussi comme un défi. Je pense que c'est compréhensible. Mais la manière d'y réagir peut prendre beaucoup de formes différentes. Et cette réaction, surtout dans le deuxième cas, me semble avoir été une surréaction de la part des Iraniens. Mais en même temps, pourquoi les États du CCG, l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar, ont-ils laissé leurs navires traverser le détroit dans le couloir sud avec leurs transpondeurs éteints pendant les funérailles de l'ayatollah Khamenei? Ils savaient très bien que les Iraniens verraient ça comme une provocation, qu'ils y verraient un geste hostile et qu'il y aurait forcément une forme de confrontation. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Iraniens tirent, mais malgré tout, pourquoi l'avoir fait? Je pense que toutes les parties doivent vraiment évaluer et réévaluer leur propre comportement. Il ne s'agit pas de justifier ce qu'ont fait les Iraniens, mais en même temps, quelle était la logique derrière tout ça? Vous saviez très bien qu'une crise, d'une manière ou d'une autre, allait en découler. Et en même temps, vous étiez sans doute sous pression de la part des États-Unis pour faire cela. Et il est certain que les Omanais, eux aussi, subissaient la pression américaine pour ouvrir leur canal et abandonner leurs propres propositions, comme la gestion conjointe ou les redevances environnementales. Tout ça, ce sont des propositions omanaises. Donc, je n'ai aucun doute qu'il y a eu beaucoup de pression sur eux pour qu'ils s'en écartent. Il y a aussi eu des pressions sur les Qataris et d'autres pour qu'ils défient les Iraniens en faisant passer ces navires. Mais vous savez aussi que si vous cédez à cette pression venue des États-Unis, vous ne pouvez pas simplement en vouloir aux Iraniens. Parce qu'au fond, vous avez vous-même cédé à quelque chose dont vous saviez probablement que ce n'était pas la décision la plus intelligente.
Parce que sinon, les États-Unis n'auraient pas eu besoin de vous mettre la pression pour le faire. Vous ne l'auriez pas fait vous-même, mais vous l'avez fait parce que vous y avez été contraint. Donc, vous reconnaissez que ce n'était pas forcément la décision la plus intelligente. Je pense que plusieurs parties ont commis des erreurs, à des degrés différents. Et je trouve ça vraiment problématique. Pas pour dire qu'il y avait une chance inévitable de réussite, non. Mais il n'y avait pas non plus une certitude d'échec, ni d'effondrement du protocole d'accord. Je pense qu'il y avait un risque élevé que ça échoue, mais ce n'était pas inévitable. Sauf que, avec toutes ces actions, on a fini par rendre cet échec presque inévitable. Je pense que le protocole d'accord est en train de devenir... Je ne sais pas si vous suivez l'actualité en Iran, mais si c'est le cas, il y a eu en gros une sorte de dispute interne à cause de ce protocole. Il y avait des gens à droite, les plus conservateurs, qui n'en voulaient pas. Ils ne voyaient rien de positif dans ce protocole. Et malheureusement, ce qui s'est passé avec cette affaire leur donne raison. Ils disent « On vous l'avait dit, vous allez négocier avec les États-Unis, mais ils ne respecteront aucun accord. » Parce que juste après la signature du protocole, les États-Unis ont lancé une nouvelle initiative au Liban, le protocole entre Israël et le Liban. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Parce que la guerre, elle, opposait le gouvernement israélien au Hezbollah. Comment faut-il comprendre ça? Oui. Alors, quelques points à ce sujet. D'abord, je voudrais répondre à la première critique, celle qui dit que les États-Unis ne négocieraient pas de bonne foi et qu'en conséquence, il ne faudrait pas signer de protocole d'accord. Je peux comprendre cette position. Vu l'expérience de l'Iran, croire naïvement que toutes les négociations se feront dans un esprit de bonne foi serait clairement irresponsable. Mais il faut aussi faire attention. Quelle est l'alternative? Parce que s'il n'y a pas de négociation du tout, cela veut dire la guerre totale. Et ça non plus, c'est pas une solution viable. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, il faut bien en venir à négocier. C'est en quelque sorte le reflet de l'argument du côté américain qui dit « on ne peut pas négocier avec les Iraniens, ils sont toujours malhonnêtes, ils ne respecteront jamais leurs engagements ». C'est un argument qui, de ce côté-ci, est avancé délibérément pour aller vers une guerre totale sans fin. Je ne dis pas que c'est forcément l'intention de ceux du côté iranien qui défendent cet argument, mais le résultat est à peu près le même, parce qu'il n'y aura pas de scénario où la guerre se termine autrement que par une négociation avec les États-Unis qui s'en vont simplement. Ça n'arrivera pas. C'est extrêmement improbable. Donc, à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait des négociations. Et là, il faudra affronter cet argument. Est-ce qu'on peut vraiment traiter avec l'autre camp? Quel mécanisme faut-il mettre en place pour y parvenir? L'un des grands défauts du protocole d'accord, et peut-être que c'est une critique un peu sévère, parce que les protocoles d'accord n'ont pas forcément ce genre de dispositions, et si je ne me trompe pas, même le JPOA, comme vous le savez, l'accord intérimaire avant le JCPOA, je ne suis même pas sûr qu'il en avait un. Mais celui-ci n'avait pas de mécanisme d'observation ou de conformité, dans le sens où il y aurait eu l'AIOA ou une autre entité du même type à laquelle on pourrait s'adresser en cas de désaccord sur l'interprétation, par exemple, pour régler le problème. Ce genre de mécanisme serait externe. Ce ne serait pas simplement quelque chose de bilatéral entre les États-Unis et l'Iran. Donc, quand on dit on ne peut pas négocier avec les Américains, ou que les Américains disent on ne peut pas négocier avec les Iraniens, eh bien, si on croit vraiment ça, alors on devrait justement travailler à mettre en place le plus de mécanismes possibles de ce type pour résoudre ces différends. Mais quand on n'a rien de tout ça et qu'on ne cherche même pas à l'obtenir, on ne peut pas ensuite revenir en disant « Eh bien, on ne peut pas négocier avec l'autre camp ».
Pourtant, on a conclu cet accord sans aucun mécanisme de contrôle ou de conformité. Voilà pour la première partie. Pour l'autre point que je trouve très important et que vous avez soulevé, oui, il y a eu l'accord entre le Liban et Israël. Mais il y a aussi un autre élément dont on a beaucoup moins parlé. Rubio est apparu littéralement de nulle part dans le Golfe Persique. Il a rencontré les États du CCG et il a réussi à les faire tous signer une déclaration qui contredisait complètement plusieurs des positions que d'autres sur place avaient défendues. Et là, tout à coup, les Omanais disaient en gros que la seule issue acceptable, c'était de revenir à la situation d'avant le 27 février, dans cet accord commercial. Comme je l'ai mentionné, les Omanais avaient déjà évoqué l'idée d'une gestion conjointe. Ils avaient aussi parlé d'une redevance pour la gestion environnementale. Et maintenant, ils se ralliaient à la position de Rubio, qui franchement n'était même pas celle des États-Unis pendant les négociations du protocole d'accord. Lui disait « Rien d'autre n'est acceptable que le 27 février. Pas de frais, pas de péage, rien du tout. Pas de gestion différente, rien de tout ça. » Et c'est là que le problème se pose. On peut regarder cette position et se dire « Eh bien, ce n'est pas une position illégitime en soi. » Mais c'est invalide si vous avez signé un protocole d'accord qui dit que vous devez passer les 60 prochains jours à chercher un compromis. Si, après avoir signé cet accord pour avancer vers un compromis, vous déclarez « pas de compromis, c'est notre position », alors vous contredisez le protocole d'accord. Ce n'est pas en soi la fin du protocole, mais c'est une entaille sérieuse. Et ensuite, il s'envole pour le Liban, où il négocie un accord qui contredit complètement le protocole d'accord, parce que ce dernier prévoit qu'il doit y avoir un cessez-le-feu régional. La souveraineté du Liban doit être respectée dans ce contexte, et c'est très clair. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'occupation israélienne du sud du Liban. Mais ensuite, ils ont signé cet accord entre les Israéliens et les Libanais, qui, encore une fois, vient d'une autre partie de l'administration Trump. C'est le département d'État de la Maison-Blanche de Rubio. Et cet accord dit qu'il n'y aura pas de retrait du Liban par les Israéliens tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Or, dans le protocole d'accord, il n'est jamais question de désarmer le Hezbollah. Et comme le Hezbollah ne sera pas désarmé à moins d'une guerre civile, cela veut dire que les Israéliens ne quitteront pas le territoire, ce qui là encore contredit complètement les paramètres du protocole d'accord. Donc, on a vu très vite qu'il y avait des manœuvres en cours. Et d'après ma lecture, enfin c'est mon analyse, il s'agissait d'efforts délibérés menés par une autre partie de l'administration Trump pour affaiblir le protocole d'accord, mais pas de façon ouvertement flagrante, plutôt d'une manière qui donne presque l'impression qu'on renforce la position américaine dans la négociation. Alors qu'en réalité, non, on sape les négociations. C'est un peu comme si tout à coup on disait « Très bien, lançons une négociation sur la question nucléaire. Toutes les options sont sur la table. » Mais une fois les discussions engagées, on déclare « En fait, l'enrichissement zéro, c'est notre ligne rouge absolue. » En apparence, ça peut donner l'impression d'une position ferme dans la négociation. En réalité, on rend la négociation caduque. Et ces deux choses ont été faites par Rubio lui-même, juste après le protocole d'accord. Et je voudrais ajouter encore un point. Il y a eu des menaces publiques des États-Unis de bombarder Oman. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, pensions à l'époque que Trump s'était sans doute mal exprimé. Mais en fait, non, ce n'était pas une erreur. Il y a aussi eu des menaces privées de sanctions contre Oman, si les Omanais continuaient à proposer des compromis. Donc tout cela, oui, à mon avis, contredit clairement le protocole d'accord et a rendu la situation beaucoup plus difficile. Et comme vous l'avez mentionné, il y a différentes factions en Iran. Eh bien, je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a différentes factions au sein de l'administration Trump.
Je pense qu'Oman fait partie des gouvernements les plus délicats du Golfe, parce qu'ils ont essayé d'une certaine manière de faire de leur mieux pour rapprocher les États-Unis et l'Iran avant que toute cette folie ne commence. Mais aujourd'hui, ils doivent choisir un camp, et c'est quasiment impossible pour eux. D'un côté, ils ont un pays voisin, l'Iran. De l'autre, ils sont tellement sous l'influence et le contrôle, sur le plan géopolitique comme économique, de Washington. Et ils doivent agir, d'une façon ou d'une autre. Ils doivent coopérer avec Washington. C'est une position vraiment difficile pour Oman. Je ne sais pas quel sera le résultat pour eux. Ce n'est pas seulement une position très difficile pour Oman. Tu as tout à fait raison, Nima. Mais c'est aussi une position extrêmement inhabituelle pour le pays. Oman a souvent participé à des négociations en coulisses, en aidant les États-Unis. Avant que le Qatar ne devienne cette puissance diplomatique qu'on connaît aujourd'hui, les Omanais faisaient déjà ce travail, mais sans attirer l'attention. La plupart du temps, tout se passait dans l'ombre. Même pendant les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien, leur rôle n'a été révélé qu'après coup. Pendant que ça se déroulait, tout restait très très discret. Ils ont toujours été excellents dans cet exercice. Et ils n'avaient jamais eu à se soucier de leur relation avec les États-Unis. C'est la toute première fois que ça arrive, et qu'ils se retrouvent dans cette situation à cause d'une administration américaine très agressive. Leur rôle, qui consistait, franchement, à aider les États-Unis à résoudre certains de ces conflits, est devenu un désavantage, d'une certaine manière, parce qu'on essaye maintenant de les forcer à choisir un camp. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Je peux vous dire que j'ai mené beaucoup d'entretiens avec les responsables omanais qui avaient organisé les négociations du JCPOA, ainsi qu'avec les Américains et les Iraniens à l'époque. Et à l'époque, beaucoup de gens du côté américain pensaient, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, que la position d'Oman était plus proche de la perspective iranienne sur la question nucléaire. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient besoin d'Oman, parce que Oman, parmi tous les États du CCG, était le seul pays à entretenir avec l'Iran une relation fondée sur une certaine confiance et un vrai respect, surtout avec l'ancien sultan, qui avait des liens très forts avec les Iraniens et avec le guide suprême, et même avant cela, avec le Shah d'Iran. Cette relation remonte bien plus loin que les 47 dernières années. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où tout cela en fait est devenu un désavantage, et ils sont contraints de choisir. Mais comment choisir? Sachant très bien que les États-Unis ne resteront probablement pas dans la région encore très longtemps, qu'après cette administration ou après cet épisode, ils ne reviendront sans doute pas sur tout cela, et que la plupart des autres pays du Conseil de coopération du Golfe diversifient déjà leur partenariat de sécurité en s'éloignant des États-Unis. Mais l'Iran, lui, sera toujours votre voisin. À court terme, les États-Unis ont bien plus de moyens de vous infliger des dégâts que les Iraniens. Donc, quel que soit le choix des Omanais, ce sera une position perdante. La vraie question, c'est, perdent-ils plus maintenant ou perdent-ils plus tard? Il n'y a pas de victoire possible pour eux dans cette situation. C'est une position terrible dans laquelle ils se retrouvent et qu'ils ne méritent vraiment pas, vu à quel point ils ont été utiles aux États-Unis par le passé. Comment avez-vous perçu le rôle du Pakistan jusqu'à présent? D'un côté, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de Reuters, qui dit qu'ils ont prévenu les Iraniens que si une attaque avait lieu, en gros, si les Yéménites ou d'autres attaquent l'Arabie saoudite, eh bien ils en feraient partie, ils aideraient l'Arabie saoudite. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'ils essayent de tout faire pour rapprocher les deux camps. En fait, le seul médiateur, je dirais, c'est le Pakistan en ce moment.
qui coordonne avec la Chine. La Chine est au courant de tout, parce qu'ils entretiennent de bonnes relations à la fois avec la Chine, avec les États-Unis et avec les Iraniens. Et en même temps, ils ont une sorte d'alliance militaire avec l'Arabie saoudite. Récemment, aujourd'hui même, on parlait du Koweït, qui envisagerait peut-être de rejoindre ce pacte militaire entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Ça compliquerait toute la situation du conflit entre l'Iran et le Koweït. Et la région, d'une certaine manière, est en train de s'échauffer. Quelle est, selon vous, la position du Pakistan dans tout ça? Je ne sais pas si les Koweïtiens vont pouvoir rejoindre cet accord. Il y a beaucoup de spéculations et pas mal d'informations qui, franchement, ne sont pas vraies. Reuters, malheureusement, diffuse aussi parfois des nouvelles qui n'en sont pas vraiment ou qui sont tout simplement fausses. Mais je ne peux pas juger de cet épisode précis. Si c'est vrai que le Koweït cherche à conclure un accord avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, ça en dit long sur l'inefficacité de leur protection sous le parapluie américain. Parce que si ce système fonctionnait vraiment, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Je pense donc que les Koweïtiens, comme d'autres petits pays plus fragiles, qui acceptent d'être en quelque sorte des plateformes pour la présence militaire d'une puissance extérieure, en paient aujourd'hui un prix très lourd. Certains d'entre eux ont la capacité d'utiliser une partie de leur influence pour ne pas s'en sortir trop mal. Les Émirats arabes unis, par exemple, n'ont pas été attaqués très durement après avoir libéré une grande quantité d'argent iranien. Donc les Émiratis, même s'ils ont signé cet accord avec les Israéliens, ont quand même été contraints de faire beaucoup plus de concessions aux Iraniens pour éviter d'être attaqués. Maintenant, est-ce que les Koweïtiens et les Bahreïnis sont en mesure d'en faire autant? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 choses à garder à l'esprit quand on parle des qualités qu'un médiateur doit avoir. Ce serait bien s'il les possédait toutes, mais souvent ce n'est pas le cas. D'un côté, c'est généralement très bien s'il sait rester discret. Mais avec l'administration Trump, la discrétion n'est pas forcément très appréciée, ni même très utile, puisque Trump lui-même tweete absolument tout le temps. Mais vous savez, avoir une certaine expertise technique, c'est vraiment essentiel. Et avoir aussi une solide expérience en médiation, ça aide beaucoup. Et bien sûr, il faut une relation de confiance. Ce que les Pakistanais apportent avant tout, c'est justement cette capacité à rétablir un peu de confiance. Parce qu'au fond, ils entretiennent de très bonnes relations avec les Iraniens, et ils ont aussi une relation particulièrement bonne avec Trump lui-même. Sinon, bien sûr, ils sont très proches des Chinois, mais avec Trump personnellement, ils ont vraiment une très bonne relation. Et ça, c'était nécessaire du côté américain, parce que les États-Unis s'étaient en quelque sorte grillés avec les Omanais, et les Omanais s'étaient eux-mêmes grillés auprès des Américains en rendant publiques les discussions précédentes, celles où les États-Unis avaient complètement tout raté. Donc, le sultanat d'Oman n'était plus une option. Le Qatar ne voulait pas être la vitrine de cette négociation, même s'ils assument une grande partie du travail, surtout grâce à leur expertise pour résoudre ce genre de problème. Ils ont de l'expérience dans ce domaine, donc c'est eux qui font l'essentiel du travail. Mais ils ne voulaient pas être mis en avant, parce qu'ils l'ont déjà été pour les négociations sur Gaza et pour beaucoup d'autres, et ils en paient un prix très lourd en tant que médiateurs. Ils voulaient donc éviter de revivre cette situation. Les Pakistanais ont été associés et ils ont été utiles. Mais au final, quand il s'agit de trouver des solutions créatives, d'apporter une vraie expertise, honnêtement, la plupart des idées viennent encore du Qatar. L'Iran, du point de vue des Iraniens et du gouvernement iranien, si on suit les médias persans, c'est vraiment une question centrale. Parce que la manière dont les États-Unis
arrive, d'une certaine façon, à gérer et à manipuler la situation au Liban, c'est tout simplement incroyable pour beaucoup de gens en Iran. Ils disent on ne peut pas laisser faire ça. Et Israël, comme on l'a appris aujourd'hui, est en train de reconstruire une base militaire dans le sud du Liban, dans une ville appelée Kiam, une localité qui avait été détruite par des attaques israéliennes. C'est une partie du problème. Et c'est une préoccupation majeure. Parce que hier, on a appris par le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaei, que l'un de ses conseillers avait déclaré qu'une décision importante avait été prise en Iran. Si la Syrie décidait d'agir contre le Liban, il frapperait directement la Syrie. Cette décision, à mon avis, est très grave pour le Liban. Parce que pour être honnête, ce que je comprends, c'est que le Liban est important. Car tout l'enjeu, aux yeux de ces gens-là, de ces décideurs que beaucoup en Occident ne comprennent pas, c'est la question de la Palestine. La Palestine, c'est le cœur du problème. Et c'est pour ça qu'ils insistent autant sur le dossier libanais. C'est pour ça qu'ils insistent autant sur le détroit d'Ormuz. Parce que, depuis des années, je ne sais pas si vous suivez les médias persans, depuis des années, certains au sein des gardiens de la Révolution disaient « il faut fermer le détroit d'Ormuz ». Le détroit d'Ormuz, c'est le levier qu'on aura face aux États-Unis. Et ça, c'est en train de se produire là, pendant qu'on parle. Alors, comment ça va se répercuter sur le cas du Liban? Et comment vous voyez les choses? Parce que vous vivez aux États-Unis, vous connaissez Washington, vous comprenez leur façon de penser. Mais eux, ils ne relient pas tous ces dossiers entre eux. Dans leur esprit, tout est séparé. L'Iran est isolé du Liban, le Liban est isolé de Gaza, de la Cisjordanie. Ce n'est pas du tout comme ça que raisonnent les décideurs iraniens. Oui. Alors, je ne dirais pas qu'ils ne comprennent pas. C'est simplement une orientation ou une politique que les États-Unis ont suivie. Essayer de séparer ces questions, parce qu'ils estiment que c'est la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs, en évitant ce type d'interconnexion. Pourtant, cette interconnexion est évidente. C'est absurde de vouloir la nier. Maintenant, c'est autre chose, de laisser cette interconnexion devenir tellement forte dans une négociation qu'un élément dépende entièrement de l'autre. Mais dans le protocole d'accord, pour la première fois, les États-Unis ont accepté cela. Comme vous vous en souvenez, pendant l'administration Biden, il disait publiquement qu'il craignait une escalade ou un débordement de ce que faisaient les Israéliens, avec l'aide de Biden, à Gaza, vers le reste de la région. Je pense que l'administration Biden ne voulait vraiment pas voir ce débordement, mais elle refusait toujours d'admettre qu'il y avait une connexion. Ce qui est, encore une fois, absurde. L'administration Trump, elle, l'avait reconnu. C'est d'ailleurs l'une des victoires de l'Iran dans le protocole d'accord, parce qu'il exigeait que tout cessez-le-feu soit régional. Et le plus important, bien sûr, c'était le Liban, le plus proche des Iraniens. Au final, l'influence de l'Iran ne semble pas avoir atteint le niveau qui lui permettrait d'imposer un cessez-le-feu en Cisjordanie ou à Gaza. Mais sur le Liban, ils ont insisté. Et au bout du compte, le Liban est bien plus important pour l'Iran d'un point de vue de dissuasion militaire. Peut-être pas sur le plan idéologique comme Gaza, mais quand même sur le plan militaire, c'est essentiel. Le Liban est crucial parce qu'il s'agit de rétablir la défense avancée de l'Iran, c'est-à-dire une capacité de dissuasion située en dehors du territoire iranien. Comme en 2006, quand les Israéliens et le Hezbollah se sont affrontés. À l'époque, le vice-ministre israélien de la Défense m'a dit, je l'ai croisé lors d'une conférence, que le Liban n'était qu'un prélude. Cette guerre, selon lui, finirait inévitablement par atteindre l'Iran, mais il fallait d'abord vaincre le Hezbollah. Mais comme ils n'ont jamais vaincu le Hezbollah en 2006,
La guerre n'est jamais arrivée jusqu'à l'Iran cette année-là. En revanche, elle est bien arrivée en 2024, 2025 et 2026, justement parce que le Hezbollah avait été considérablement affaibli. Donc, du point de vue iranien, restaurer la force du Hezbollah, c'est restaurer leur propre capacité de dissuasion. Ce n'est pas la même chose, par exemple, s'ils renforçaient la position de Gaza. Et je crois que c'est d'ailleurs Mohsen Rezaei lui-même qui a dit que la dissuasion de l'Iran ne reviendrait plus jamais à l'intérieur de son propre territoire. Autrement dit, que cet effort vise à rétablir une défense avancée, où la dissuasion se situe en dehors du territoire iranien. Dans cette logique, la connexion est évidente. Et pour la première fois, si on suit les médias israéliens, on voit à quel point ils ont été bouleversés que les États-Unis aient accepté le protocole d'accord. Parce que de leur point de vue, et je ne pense pas qu'ils aient tort, c'était en quelque sorte une reconnaissance américaine de l'influence de l'Iran au Liban et du lien entre le Liban et la sécurité propre de l'Iran. C'est la première fois que cela se réalise vraiment. C'est aussi pour cette raison que, même si certains sont très critiques à l'égard du protocole d'accord, et je pense qu'il y a sans doute des points sur lesquels on peut être critique, et même si le processus de mise en œuvre n'a pas été défini de manière solide, ne pas reconnaître que les Iraniens ont obtenu, dans ce protocole, certains résultats franchement sans précédent, c'est aussi refuser de voir le verre à moitié plein. Et au final, je pense que cette attitude risque bien de devenir une prophétie autoréalisatrice. Est-ce que vous imaginez une sorte d'invasion terrestre en Iran? En ce moment, l'Iran attaque et frappe certaines cibles au Kurdistan irakien, parce qu'ils estiment que si quelque chose devait se produire, ça viendrait des deux côtés, du Golfe Persique et de la partie ouest de l'Iran. Peut-être aussi le long de la frontière avec le Pakistan, avec le mouvement Baloutch, c'est possible. Mais leur principale inquiétude, c'est le Kurdistan irakien, puisqu'ils frappent de nombreuses cibles près des bases américaines là-bas. Comment voyez-vous une invasion terrestre ou quelque chose de ce genre? Je trouve encore une fois peu probable qu'il y ait une véritable invasion terrestre avec des troupes américaines. En revanche, je peux très bien imaginer qu'il y ait une nouvelle tentative pour voir s'il serait possible d'impliquer certains éléments kurdes. Mais comme vous vous en souvenez, la dernière fois, si cela ne s'est pas fait, c'est en partie parce qu'Erdogan y a mis un terme. Et aussi parce que le gouvernement kurde d'Irak a compris à quel point ce serait une catastrophe pour le Kurdistan irakien. Parce qu'en réalité, les Israéliens poussent un récit médiatique qui dit en gros que comme la carte kurde n'a pas été jouée, le changement de régime n'a jamais vraiment été tenté. C'est complètement absurde. C'est juste une histoire inventée pour faire croire qu'on n'a pas encore essayé le changement de régime et qu'il faudrait, en quelque sorte, lui donner une nouvelle chance. C'est complètement absurde. La raison pour laquelle le gouvernement kurde là-bas n'a pas permis que ça se produise, c'est d'abord parce qu'il ne voulait pas entrer en conflit avec la Turquie, et ensuite parce qu'il avait compris que ça ne fonctionnerait pas. Le Kurdistan irakien aurait été le grand perdant dans cette histoire, parce qu'il aurait laissé faire quelque chose qui ne marchait pas, et il se serait retrouvé à vivre pour un avenir indéfini, juste à côté de la théocratie iranienne. Ce serait une catastrophe pour eux. Je ne vois pas que ces calculs fondamentaux aient changé. Donc si ça devait arriver, je penserais plutôt à des groupes plus petits. Ce serait quelque chose que les Israéliens feraient. Et on a vu bien sûr que les Israéliens avaient déjà installé 2 bases militaires en Irak. Et ça, ce sont seulement ceux qui ont été détectés. Je suis sûr qu'il y en a bien plus que ça. Dans le passé, quand les Iraniens tiraient souvent des missiles sur le Kurdistan irakien
en disant qu'il visait une installation du Mossad ou quelque chose du genre, on avait tendance à écarter ces affirmations. Parce qu'au final, les Iraniens ne présentaient pas de preuves. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il faut peut-être revoir ce jugement et se dire que, finalement, ce n'était pas forcément si invraisemblable. D'autant plus qu'on sait maintenant que les Israéliens avaient construit au moins 2 bases militaires. Pas juste un bureau du Mossad ou un site opérationnel, de vraies bases militaires, utilisées pendant la guerre. Pour revenir à votre question de départ, je ne vois tout simplement pas de mouvement de troupes au sol du côté américain qui permettrait une véritable invasion. Je peux imaginer une force d'élite amphibie intervenir pendant une courte période pour infliger des dégâts massifs, frapper fort, afin d'affaiblir vraiment la position iranienne. Et ensuite, miser sur le fait que, lors du retour à la table des négociations, cela conduirait à un scénario où l'interprétation américaine du détroit et tout ce qui va avec serait celle qui s'imposerait. Mais les Iraniens, eux, n'auraient probablement aucun moyen de l'accepter. Je suis extrêmement sceptique. Je suis extrêmement sceptique sur le fait que ça puisse marcher. Franchement, je pense qu'une partie de la raison pour laquelle on en est là, et j'ai déjà dit que plusieurs camps ont commis des erreurs, c'est que un des grands points faibles du côté américain, c'est que Trump est quelqu'un de très impatient. Quand il s'engage dans une voie, il a besoin d'un flux constant de bonnes nouvelles, de retours positifs qui le rassurent, qui lui donnent le sentiment que tout avance bien et qu'il garde la main sur le cycle médiatique. Mais dans une négociation entre les États-Unis et l'Iran, les choses vont partir dans 5 directions différentes. Ça va aller et venir. Il n'y aura pas toujours de bonnes nouvelles. Très souvent, il y en aura même de mauvaises. Il n'a tout simplement pas la patience pour ça. Il ne veut pas attendre, et du coup, il passe complètement de la diplomatie à la guerre. Et à un moment donné, il fera l'inverse. Il reviendra totalement de la guerre à la diplomatie, parce que la guerre ne marchera pas non plus. Je pense qu'une grosse erreur de calcul de sa part, c'est de croire que le reste du monde, ou surtout un pays comme l'Iran, va accepter que Trump puisse relancer une guerre quand ça lui chante, puis revenir à la diplomatie quand ça l'arrange. À mon avis, les Iraniens ne vont pas revenir à la table des négociations de façon commode pour Trump. Ils vont sans doute faire traîner les choses et rendre tout ça aussi coûteux que possible pour lui. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'au bout du compte, pour qu'un accord fonctionne, il faut utiliser les négociations jusqu'à la conclusion de cet accord pour instaurer un minimum de confiance. Or, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'inverse. Une période d'érosion de la confiance plutôt que de construction de la confiance. Et je ne dis pas que tout est de la faute de Trump, mais ces revirements spectaculaires à 180 degrés sont une des raisons principales pour lesquelles, à mon avis, du côté iranien, on va avoir une vision de plus en plus sceptique sur la capacité de Trump à conclure un accord. Pas qu'il n'en ait pas envie, pas qu'il n'essaye pas, mais est-il capable? Parce que ça demande un certain niveau de patience et de discipline qu'il n'a pas encore montré dans une situation comme celle-ci. Et en plus, il n'y a même pas de négociation, pour être honnête. Je n'ai vu aucune discussion sérieuse entre l'Iran et les États-Unis. J'ai été un peu surpris par ce protocole d'accord qui est sorti, avec toutes les conditions qu'il contient, et par ces échanges de messages entre l'Iran et les États-Unis via le gouvernement pakistanais. Et puis Steve Witkoff et Jared Kushner n'ont pas réussi en Ukraine, ni dans les négociations avec les Iraniens. Parce qu'il faut comprendre une chose, quand on va parler avec Araghchi faisait partie du JCPOA. Cet homme-là comprend tout. Il connaît tous les détails de cet accord entre l'Iran et les États-Unis. Alors, si on envoie quelqu'un comme Jared Kushner ou Steve Witkoff,
Qu'est-ce qu'on peut vraiment obtenir de ce genre de discussion? Ils ne savent pas ce qui se passe, ni quelles sont les causes profondes des problèmes. Alors, laissez-moi dire que je ne suis pas en désaccord avec vous, parce que je pense que clairement, le niveau d'expertise de l'équipe américaine aujourd'hui est sans comparaison possible. Pas seulement par rapport à celui de l'équipe iranienne, mais aussi par rapport aux précédentes délégations américaines. À l'époque, par exemple, il y avait Ernest Moniz, qui était lui-même physicien nucléaire, et tout un groupe de personnes très expérimentées qui en faisaient partie. Mais il y a un paradoxe ici. Et ce paradoxe, c'est que la même caractéristique que vous critiquez à juste titre aujourd'hui, le fait qu'ils n'aient pas l'expertise, qu'ils ne suivent pas les conventions, qu'ils ne se sentent pas liés par les habitudes, eh bien, c'est aussi qu'ils se moquent complètement de la façon dont les choses se faisaient avant, et même de la manière dont la diplomatie est censée se pratiquer. C'est justement cette dimension non conventionnelle qui fait que Trump est prêt à négocier, à parler de paix avec l'Iran, à envisager de lever toutes les sanctions et ainsi de suite. Parce que quand on a un président conventionnel, et il n'y en a pas de plus conventionnel que Biden, il n'y a même pas d'intérêt à négocier. Biden semble penser que lever des sanctions, c'est le pire crime qu'un président puisse commettre, sans comprendre que ces sanctions sont censées servir à obtenir des concessions de l'autre camp. Lui, ça ne l'intéresse tout simplement pas. Du coup, on se retrouve avec des présidents qui savent peut-être très bien négocier, qui ont l'expérience, mais qui restent enfermés dans une manière de penser beaucoup trop conventionnelle. Donc, l'idée de conclure un accord avec l'Iran est complètement en dehors de ce qu'ils sont prêts à envisager. Maintenant, avec Trump, il a fait venir l'ancien fondateur d'Al-Qaïda à la Maison-Blanche. Il a levé toutes les sanctions contre eux. Il veut être copain-copain avec Kim Jong-un. Il brise totalement les conventions. Mais il n'est pas capable de négocier parce qu'il faut quand même un minimum de raisonnement conventionnel et de compétences pour mener une négociation jusqu'au bout. Je ne sais pas lequel est le mieux ou le pire. Au final, on serait sans doute toujours là, à se plaindre, même avec un président du type Biden, parce qu'il n'y aurait tout simplement pas de négociation. Ou alors, elle serait tellement limitée que ça reviendrait au même. Souvenez-vous du dernier accord que Biden a conclu, le seul qu'il ait conclu avec les Iraniens. Il n'a même pas été considéré comme un véritable accord. Il n'y avait rien d'écrit. C'était juste une sorte de non-accord tacite dans lequel les Iraniens ont libéré quelques citoyens américains. Et en échange, ils devaient recevoir de l'argent. 6 semaines plus tard, les États-Unis sont revenus sur leurs paroles et cet argent n'a jamais été versé. C'est d'ailleurs une partie du conflit actuel autour de ces fonds qui sont en réalité les avoirs iraniens eux-mêmes. Donc, entre les deux, on voit bien que c'est très problématique des deux côtés. Mais, quand on dit qu'ils ne suivent pas les conventions, il faut se rappeler que suivre les conventions, ça veut aussi dire rester enfermé dans une manière de penser conventionnelle. Et cette manière de penser ne permet aucun véritable progrès entre les États-Unis et l'Iran. Oui, merci beaucoup Trita d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci infiniment.